Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas m'exprimer trop longtemps, je préfère beaucoup la discussion et la réponse aux questions ou aux commentaires, même s'ils sont violents. Je n'aime pas être applaudi. Le mieux, quand on entend la salle qui fait « oh » et qui râle, c'est qu'on a fait mouche. Quand on est applaudi, c'est trop facile. D'être d'accord avec les autres, ça n'a pas d'intérêt. La confrontation est meilleure. Et curieusement, et ce n'est pas un fait du hasard, parce que ça c'est tout Yves Agide, c'est exactement il y a 200 ans, le 17 février 1816. Napoléon est à Sainte-Hélène depuis quelques mois, Louis XVIII règne sur le trône de France, James Madison est élu pour la deuxième fois président des États-Unis, et la Méduse coule au large des côtes marocaines, larguant son radeau d'horreur. Et un petit médecin breton monté à Paris à l'hôpital Necker, René Théophile Marie Hyacinthe Laennec, pour examiner le thorax d'une accorte jeune femme, se met à rouler des feuilles de papier et les place entre son oreille et le dos de la patiente. Et il s'aperçoit qu'il entend mieux les bruits du cœur et des poumons, il les entend de façon plus forte et de façon plus nette. Intuition géniale qu'il a piquée à des gamins qu'il avait rencontrés en traversant la cour du Louvre quelques jours avant et qui s'amusaient, jeu qu'on a tous utilisé, c'est de gratter une poutre avec un petit clou d'un côté et l'autre mettant l'oreille et s'aperçoit que le son est amplifié. Et de cette intuition géniale, nous vivons encore aujourd'hui. Laennec a parlé de l'auscultation médiate par rapport à l'auscultation immédiate qui consistait à mettre l'oreille directement sur le dos du malade. Et 200 ans après, nous en sommes là, dans la médiamédecine, ce que j'appelle une médecine médiée, non pas médiatisée, mais médiée par les outils que nous avons créés. Une médecine qui se détache peu à peu du corps. Une médecine qui agit alors que les symptômes ne sont pas encore présents. Aujourd'hui, on détecte le cancer du sein par la mammographie, on n'attend pas d'avoir une boule palpable. On détecte le cancer de la prostate par le dosage du PSA qui s'élève avant même que le toucher rectal nous montre quelque chose de suspect qui souvent est faux, car c'est souvent le côté dit suspect qui n'est pas malade et l'autre qui l'est. On détecte le diabète par le taux de sucre dans le sang avant même qu'il n'y ait des complications. On n'attend pas de cracher du sang pour faire un diagnostic de cancer du poumon au scanner. Bref, la médecine devient muette. Et la clinique, qui était ce qui faisait le médecin, avec ses yeux, son nez, ses oreilles, ses mains, est en train de disparaître peu à peu. Alors quand je dis ça à mes confrères, c'est des hurlements, tu te rends compte, tu casses la clinique, comment veux-tu qu'on apprenne à nos étudiants? Mais c'est un fait. Nous sommes en présence de maladies, je le répète, muettes, diagnostiquées avant les symptômes. Et tant mieux, puisque c'est à partir de ces éléments naissants que l'on peut aboutir à des traitements moins agressifs et ainsi sauver plus de malades. Donc d'un médecin qui ne se sert plus de ses yeux, de ses mains, de ses oreilles, que lui reste-t-il aujourd'hui, puisque c'était l'art médical. Je palpais le ventre longuement, même si je pensais parfois à autre chose, c'était comme ça, mais on faisait celui qui était là en train de chercher les réseaux intérieurs qui parcouraient le malade. Et donc on avait ce côté gourou, et on l'abandonne au profit de la technologie, de l'ordinateur qui est là devant. Et oui, l'ordinateur qui est un instrument qui va me remplacer peu à peu. Pourquoi? Parce qu'il ira chercher des diagnostics auxquels je ne pense pas. Vu la multiplication des connaissances scientifiques, 700 000 articles qu'il faudrait lire par an si on voulait être un médecin complet qui connaisse l'état de l'art, c'est impossible. Donc l'ordinateur va de plus en plus être sur mon bureau et m'aidera en tout cas, s'il ne fait pas le diagnostic, il me proposera des hypothèses. Pire, en matière de traitement, si vous regardez deux tumeurs, vous prenez deux malades qui ont des cancers du rein, que l'on considère comme identiques il y a 10 ans. On les a traités, on a regardé au microscope quel était le type de tumeur, on les a classés de la même façon. 10 ans après, on s'aperçoit que l'un des malades a fait des métastases, l'autre pas. Donc de ce que nous pensions être les mêmes tumeurs, nous nous apercevons qu'elles ne le sont pas. Et c'est le génotypage de ces tumeurs aujourd'hui qui va nous permettre de faire la différence entre les deux. Et ce génotypage, comment voulez-vous analyser les milliards de bases de données? C'est l'ordinateur qui va me dire, voilà, dans tel cas, ce qu'il faut faire.
Donc on voit bien que le rôle du médecin et la place du médecin dans la société qui s'ouvre, bouleversée par la mutation, ce n'est pas une révolution. Une révolution, il y a toujours une restauration qui souvent est pire que l'état antérieur qu'elle voulait dézinguer. Nous sommes dans une mutation irréversible de l'homme. Et je n'irai pas jusqu'à parler du transhumanisme. Je sais qu'il y a une conférence bientôt avec mon ami Michel Beignet sur ce que peut devenir et quelle est la finalité de l'homme avec les techniques que nous avons. Mais je suis obligé d'y penser en tant que médecin. Car aujourd'hui, la société nous demande de réparer. C'est bien, c'est ce que nous faisons avec les moyens que nous avons de plus en plus précis. Demain, elle va nous demander d'augmenter l'homme. Et je prends un exemple pour vous montrer la difficulté des choses. J'ai 2 nains face à moi, ils ont 15 ans, ils font 1m10. L'un est un nain, je dirais, normal. Son père fait 1m52, sa mère fait 1m48, les grands-parents étaient aussi petits. Et il en a marre de regarder les autres du bas. Et à côté de lui, il y a un autre nain, même âge, même taille. Mais ses parents sont normaux, ils font 1m78 et 1m68. Mais celui-là est atteint d'une insuffisance hypophysaire. Il a un défaut d'hormones de croissance. Donc moi, médecin, je vais légitimement traiter le nain malade et lui remettre de l'hormone pour le rendre à sa taille espérée. Et que vais-je faire de l'autre? Il n'est pas malade. Va-t-on me demander de l'augmenter et d'augmenter sa taille en allant lui injecter un produit dont il n'a pas besoin médicalement? Posez-vous la question, la réponse n'est pas simple. Et nous en sommes là aujourd'hui à cette difficulté d'appréciation de ce qui va se passer entre la réparation et l'augmentation de l'homme. Pour quelle utilité, entre guillemets, pour quelle finalité? J'en reviens maintenant, de façon plus pragmatique, au rôle et à la place du médecin dans la société qui s'ouvre sous l'effet des technologies numériques, des nanotechnobiologies, des sciences cognitives, ce qu'on appelle les NBIC en jargon anglais. Qu'en est-il? Je vous ai dit, la clinique peu à peu disparaît au profit de la biologie et de l'imagerie. La biologie et l'imagerie ont l'immense intérêt d'être des éléments... On n'entend pas. Ça ne marche plus. Ben, je vais parler fort. La biologie, vous m'entendez? Oui. Voilà. La biologie et l'imagerie sont des éléments qui sont à la fois quantifiables, objectifs et transmissibles en un clic d'un bout à l'autre de la Terre. Les éléments de la clinique que j'avais, je répète, mes yeux, mes mains, mes oreilles, ne sont pas des éléments objectifs, ils sont subjectifs, on peut palper plus ou moins bien, et ils ne sont pas transmissibles. Donc, de toute façon, ces données-là vont disparaître peu à peu au profit de ces éléments nouveaux que la biologie et l'imagerie nous apportent. Donc on voit bien que va-t-il rester? Que vais-je faire? Que vais-je faire dans ce monde qui a l'air de m'emporter? Il va rester ce qui est l'essentiel de la médecine, à savoir que de plus en plus, je vous l'ai dit, nous allons travailler avec des bases de données, avec des algorithmes qui nous permettront de faire un diagnostic, de choisir une thérapie. Il n'empêche que, quelle que soit la précision des systèmes que nous aurons, nous serons toujours, nos médecins, face à une personne dans son individualité unique, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Cette personne, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons socio-professionnelles, culturelles ou religieuses, ne rentre pas parfois dans les normes qui sont basées sur les populations statistiques dont nous vivons, dont la science nous alimente. Et quand j'ai cette personne en face de moi, la vraie relation que j'ai en tant que médecin est la suivante. Et c'est la plus belle des relations, c'est celle quand le malade me dit à la fin de la consultation « Docteur, si c'était vous ». C'est là où je m'aperçois que j'ai capté sa confiance et qu'il s'en remet à moi, médecin, pour lui dire ce qu'il faut faire. Il a tout lu, il est allé sur Internet, il a regardé tous les sites du Wikipédia, ce qu'il y a de plus compliqué à la Harvard School of Medicine et autres. Il a entendu les copains qui lui ont donné tous les avis contraires, il a eu toute la famille, il a vu des médecins dans tous les sens, il est perdu. Plus on acquiert de connaissances, plus on est perdu. Car ce qui compte dans mon métier demain, ce n'est pas la connaissance, elle va être partagée. J'ai le même disque dur que le malade. Nous avons donc accès aux mêmes connaissances. Ce qui va faire la différence de plus en plus, c'est l'expérience que j'ai, moi médecin, dans son intimité du malade. Parce que j'en connais aussi la famille,
les médecins généralistes, que j'appelle non pas les médecins généralistes, les MG, mais les médecins globaux demain, ceux qui prendront en charge la personne dans son environnement total, à la fois familial, socio-professionnel et aussi agroalimentaire et au travail. Donc cette médecine globale-là, elle va exploser au fur et à mesure que les technologies vont se développer. Plus les technologies vont nous envahir, plus nous serons à l'écran, plus nous aurons besoin de relations humaines. On le voit déjà, où les communautés qui se retrouvent, c'est bien gentil d'échanger avec Skype. Ça le fait parce qu'on est content quand on voit les enfants à Singapour, à Rio, on peut voir la famille, mais on a besoin aussi de ce contact physique. Et donc je ne suis pas inquiet sur l'évolution de la médecine, à condition que les médecins comprennent que leur valeur ajoutée est là. Cette valeur ajoutée, elle est énorme qualitativement, mais elle est faible quantitativement, car globalement, dans une population de malades que je traite, il y a quoi? 10% des patients pour lesquels le choix reste incertain et mon expérience leur est utile. Pour le reste, en général, tout est facile et on a un diagnostic de grippe, d'angine, hop, tel traitement. Et ces choses-là ne sont plus faites demain par des médecins. Ce sont des personnels dédiés, des infirmières à niveau master, qui prendront en charge ces pathologies bénignes. Ce sont des systèmes qui seront à la fois délocalisés et extrêmement efficaces. Un peu du SOS médecin via Internet, où on voit déjà des sites qui vous proposent des permanences de médecins, et vous avez un petit problème aigu, vous téléphonez, vous êtes en relation avec le bon docteur qui va vous dire voilà ce qu'il faut faire, et qui vous enverra via votre smartphone une ordonnance. Vous aurez votre smartphone qui va aller s'agripper sur le pharmadistrib automatique qui vous donnera le nombre de pilules qu'il faudra exactement. Voici où nous en sommes demain. Quand je dis demain, c'est pas après-demain, c'est demain. Sachez que la première imprimante 3D pour médicaments a été autorisée par la Food and Drug Administration aux États-Unis il y a quelques mois pour un traitement anti-épileptique. Donc on apporte de la poudre et la machine 3D vous fait les pilules. Et elle les fait à votre convenance, en fonction de votre poids à vous, et non pas selon les normes statistiques de 70 kg, telle surface au mètre carré et tout ça. Donc on sera dans une personnalisation de la thérapie. Demain, on aura la poudre chez soi, on va revenir au potard qui pilait ses feuilles dans son eau jusqu'à faire sa petite potion. On va revenir à ça, une personnalisation extrême de la médecine grâce aux outils de la technologie qui nous sont offerts aujourd'hui. Donc vous voyez bien que plus on avance dans ce système où les technologies numériques nous dépossèdent effectivement de tout ce qui est secondaire, je dirais. Les actes techniques, je suis chirurgien, mais les actes techniques, c'est passionnant. J'ai mis au point des opérations, mais je travaille avec un robot, et le robot, en fait, c'est un télémanipulateur, parce que je suis derrière avec mes mains pour faire agir les bras télécommandés. Mais je ne suis plus à la table d'opération, je suis situé à cette distance-là de la table d'opération qui est là, je ne touche plus le malade. J'ai une vision 3D augmentée, la prostate, quand je l'opère, elle est grosse comme ça sur l'écran. Un enfant de 3 ans peut dire « Papa, elle est là ». Il n'y a plus à apprendre l'anatomie, c'est évident. Donc déjà, l'image vous apprend qu'il n'y a plus à apprendre, c'est presque instinctif, intuitif. Et deuxièmement, ces petits systèmes télécommandés, les bras articulés, permettent une laxité incroyable. Si vous tournez votre main, vous ne pouvez pas faire 360 degrés. Le radius et le cubitus se chevauchent et vous empêchent. Vous faites au mieux 240 degrés. Si vous voulez faire 360 degrés, il faut vous tourner. Donc, on est moins bon au point de vue gestuel, car mon bras télémanipulé, lui, fait 360 degrés, et il peut le faire 100, 1000 fois dans le même sens ou dans le sens inverse. Donc, les outils, aujourd'hui, de la technologie, sont en train de remplacer le chirurgien. Je suis désolé de le dire. Comment ça? Tu te rends compte? Mais tu tues le métier. Non! Si je compare avec l'automobile, en 1890, les voitures étaient faites à la main. En cuir, en beaux métaux, avec des tôles épaisses comme ça, des moteurs qu'il fallait démarrer à la manivelle, un volant gigantesque sans assistance, il fallait donc des muscles solides, des freins, il fallait se mettre debout pour essayer d'appuyer dessus et ça freinait plus ou moins, des lampes à acétylène qui voyaient à 3 mètres, et des pneus qui crevaient tous les 10 km. Donc il fallait un chauffeur, il fallait un pro, qui était capable à la fois de démarrer en tournant la manivelle sans se péter le poignet, de conduire une voiture difficile à conduire sur des routes incertaines. Et puis, Henry Ford est arrivé avec sa petite voiture noire à capote pour l'ouvrier américain qui s'est mis à conduire lui-même. Et puis la femme américaine s'est mise à conduire. Puis les Européennes se sont mis à conduire. Puis ensuite, les handicapés, encore récemment, se sont mis à conduire. Et maintenant,
la Google Car marche toute seule. Dans 15 jours, les premiers taxis au Japon, sans chauffeur, vont fonctionner dans une ville près de Tokyo. Voilà où nous en sommes. Donc, nous ne pouvons pas refuser ces progrès. Nous ne pouvons pas les refuser. Accompagnons-les et humanisons-les. C'est vraiment notre rôle de médecin. Et plus ça va, plus je me dis que j'ai la chance de participer et de suivre cette mutation. Et je ne suis pas inquiet. Je pense à la nouvelle génération des étudiants en médecine qui va se dire « Oh là là, mais dans quoi je m'engage? On va me demander des années d'études épouvantables, 2 concours, un à l'entrée complètement débile et l'autre encore pire. Tout ça pour me retrouver à faire des actes, en fin de compte, qui peuvent être faits par des machines. Oh, maman, j'arrête. J'arrête et je fais autre chose. » Non, non, surtout pas. Restez. Parce que vous allez être ceux qui vont prendre soin. C'est beaucoup mieux que de traiter. Les Anglais ont 2 mots pour cela, le cure et le care. Prendre soin, c'est to take care. Je prends soin dans la globalité de la personne touchée qui s'adresse à moi. C'est ça mon rôle de médecin. Et j'avoue, et on y viendra un peu plus tard, mais j'avoue que les études ne sont pas encore tout à fait rodées et adaptées à cette nouvelle forme de médecine. Et puis vous avez le cure, c'est-à-dire le traitement. Et il faut reconnaître que nous avons un peu basculé, nous les médecins, vers le cure. C'est-à-dire que vous ne sortez pas d'un cabinet médical sans une ordonnance. Parce que c'est comme ça, parce qu'on va vite, et que l'on sait que si l'on faisait des consultations lentes, on pourrait être beaucoup plus efficace en expliquant qu'il n'y a pas besoin de traitement dans nombre de cas, mais en écoutant le malade. C'est la clé, la consultation lente qui permet d'entendre la personne qui est en face de vous. Et non pas « Bonjour docteur, asseyez-vous, montrez-moi vos examens, oui d'accord, vous allez me revoir dans 3 jours ». Ça n'a aucun intérêt, ce n'est plus de la médecine. Ça. La vraie médecine oblige au temps long de la consultation. Vous ouvrez la porte, le malade ouvre la porte, vous savez déjà un peu qui il est, dans la psychologie, dans sa façon de se présenter, dans sa voix, sa façon d'agir, de sa gestuelle, sa fragilité, le fait qu'il est avec sa chair est tendre ou pas, les regards qui se posent, tout ça sont des éléments énormes qui nous permettent de mieux appréhender la personne en face de laquelle on est et de proposer probablement les meilleurs diagnostics et les meilleurs traitements aidés par les instruments de la technologie. Et vous voyez que c'est là où on touche le fond de la révolution, de la mutation majeure qui engage plusieurs axes. Premièrement, la formation des médecins n'est pas adaptée aujourd'hui à ce que je vous ai dit. Nous continuons encore à apprendre de l'anatomie dans tous les sens, de la biologie à plus soif, alors qu'il nous manque complètement d'apprendre l'art de la communication, l'art du ce qu'on appelle les média training. Il n'y a plus une grande école qui n'apprenne pas ces futurs cadres, les super cadres et cadres dirigeants à échanger, à discuter. Et en médecine, non, rien. Il n'y a pas un oral. Nous passons 8 ans d'études, 10 ans, 12 ans avec l'internat, il n'y a pas un oral dans un métier de communication majeur. Première chose, nous ne savons pas communiquer, pas facilement, on ne nous apprend pas. Nous n'avons aucun élément de psychologie. On ne nous apprend quasiment rien sur l'économie de la santé, ni rien sur le système en général. Moi, mes étudiants, je les prends pour faire un cours qui s'appelle à Paris Descartes « Être chirurgien aujourd'hui et demain », et je leur explique qu'il y a un président de la République, qu'il y a un conseiller à la santé, qu'il y a un premier ministre qui est aussi un conseiller à la santé, puis qu'il y a un ministre qui est un conseiller à la santé, et puis il y a un ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, puis il y a des agences régionales de santé, et puis une agence nationale de médicaments. Leur montrer quel est le système dans lequel ils vont vivre. Ils apprennent des choses dont ils ne se serviront jamais, et on ne leur indique pas dans quel monde ils vont tomber. Il y a un décalage absolument flagrant entre la formation initiale et la réalité du métier de demain. Il faut professionnaliser les études médicales. Alors les doyens ont bougé, la conférence des doyens s'en est rendu compte et je pense qu'on y arrivera, mais il est bien temps, car c'est en formant des médecins adaptés à leur temps qu'on gardera la meilleure des médecines. Deuxièmement, deuxième point important, c'est que nous allons être obligés de revoir, vous en avez entendu parler avec les négociations toujours brutales sur le tiers payant, on s'excite, on s'énerve, c'est pas ça le problème. Le problème est véritablement de ne plus être payé uniquement à l'acte. Parce que l'acte est utile, bien sûr, et il doit être honoré, mais il y a des tâches qui demandent des forfaits, et d'autres qui demandent peut-être même une partie de salaire, notamment pour la partie administrative qui restera toujours, même si elle est faible. Sur le forfait, je voudrais juste vous dire un mot. Le chirurgien que je suis est très favorable, et nous le faisons pour les malades étrangers que nous traitons. C'est très simple à expliquer. Nous comptons le prix global du séjour hospitalier pour une opération,
auquel nous rajoutons le prix que coûtent les éventuelles complications que nous connaissons de par la littérature internationale qui nous dit que quand on opère une prostate, on a X% de chances de telle complication ou telle autre. On agrège ces coûts et on en fait un prix que l'on vend, entre guillemets, puisqu'il faut bien que l'hôpital vive, aux assureurs, que ce soit les caisses d'assurance maladie ou les assureurs privés. Et on calcule ce forfait sur un temps donné. Ça peut être de 0 à 3 mois, à 6 mois ou 1 an. Dans le service où je suis, pour l'ablation de la prostate pour cancer, nous utilisons un forfait d'1 an. Et je me souviens d'un malade anglais que j'avais opéré qui a fait un rétrécissement de son canal de l'urètre 6 mois après. Nous l'avons repris gratuitement. Quel est l'intérêt du forfait en médecine? C'est qu'il il paye à la fois la quantité, parce que si vous opérez plus, eh bien, l'hôpital gagne plus, et en même temps la qualité. Parce que si vous multipliez les consultations, les complications, pardon, ne vous inquiétez pas que les financiers de l'hôpital, le directeur de l'hôpital va vous dire, attendez là, vous pourrez peut-être revoir votre technique parce que vous nous coûtez bonbon par rapport à votre collègue qui lui a 3 fois moins de complications, veuillez revoir votre façon de faire. Donc on allie à la fois ce qui manque aujourd'hui à la tarification dite à l'activité, on allie des résultats basés sur la quantité d'actes, et c'est normal d'être payé en fonction de ce que l'on fait, et aussi à la qualité de ces actes. Troisième point essentiel, c'est les assurances. Nous rentrons dans un système assurantiel qui va être totalement bouleversé par les technologies d'information dont on a parlé. Jusqu'alors, l'assureur se basait sur l'âge, le sexe, et puis 2-3 comorbidités, c'est tout. Mais aujourd'hui, un assureur peut tout connaître de vous. Tout connaître de vous. La Google Glass que vous connaissez, et qui a un peu plongé, est en train de ressurgir. Je vous regarde, madame, avec ma Google Glass, je prends votre faciès dans ma lunette, je sais qui vous êtes, j'ai votre âge, je sais que vous avez lu tel livre il y a 3 jours, que vous avez avalé tel truc, que vous avez été au cinéma et ceci et cela. Je sais tout de vous. Donc on voit bien le danger de la transparence maximale que peut créer cette ouverture des données pour les assureurs. Je vais plus loin. Peut-être que le système assurantiel est en fait les 75 ans de la Sécu, mais c'est fini. Vous avez les communautés de malades, 300 millions de diabétiques dans le monde. Vous leur demandez 1 euro par mois, 12 euros par an, hein, du crowdfunding en gros. Vous levez 3,5 milliards d'euros, le budget du CNRS, pour votre maladie. L'hypertension artérielle, 1 milliard d'hommes. Et encore, je ne parle pas des 2 milliards d'hommes qui n'ont jamais eu de brassard, attention, pour le tester. Donc on va aller à 1,5 milliard, à 2 milliards d'hypertendus. Vous levez facilement 10 à 15 milliards d'euros pour votre maladie. On s'oriente vers ce que j'appelle la charité égoïste. Je vais m'occuper de mon risque. Et comme j'aurai mon génome et que je saurai que je suis à tel risque, je vais payer pour ça. C'est le Téléthon multiplié à l'infini. Voilà les dangers, voilà les menaces, voilà les thèmes qu'il faut qu'on aborde, de s'embêter, à s'empoisonner nos débats franchouillards, lamentables, où on passe à côté de l'essentiel. Donc, c'est tout cela que la médiamédecine, la médecine médiée par les outils, amène à réfléchir. Et je souhaite qu'on ouvre beaucoup, on stimule les politiques à ces sujets. Malheureusement, nos responsables ne sont pas très ouverts à ces données. D'abord, beaucoup ne connaissent rien, mais alors rien de rien, à ces techniques qui sont en train de se développer. Et deuxièmement, le politique vit de recettes. Il lui faut une recette immédiate. Quand on lui parle de restaurer un peu l'organisation du territoire, c'est tout de suite, oui. Comment fait-on pour fermer le petit hôpital sans que je ne sois embêté au point de vue de la mairie? On est là-dedans, et c'est bien dommage. Il n'y a pas de vision, à 5 ou 10 ans, n'allons pas plus loin, qui permette de dessiner un squelette que l'on pourrait, nous, les techniciens, offrir aux politiques, auxquels ils rajouteraient les muscles, les nerfs et la peau, et un peu de cerveau, quand même. Ce cerveau dont on parle, que tu connais si bien, mon chéri, et dont certains veulent faire une espèce de machine éthérée, une espèce de cloud où nos cerveaux connectés, de plus en plus mécanisés par le silicium, seraient là à barboter dans un nuage de félicité radieuse, d'immortalité incroyable. Mais l'immortalité, c'est dramatique. L'immortalité, vous savez bien qu'une valeur, quand elle devient infinie, perd toute sa valeur. Quand je n'ai pas le temps de tout faire, je suis obligé de trier, de sélectionner. C'est ça ma nature humaine essentielle. Et là, on voit bien que ces thèmes-là ne sont pas abordés. Je finirai par vous dire très simplement que
j'ai vraiment confiance parce que la médecine française reste une médecine praticienne remarquable. Nous avons d'excellents médecins et je dirais que les médecins généralistes notamment vont ressurgir. Ce sont les spécialistes qui vont morfler, dont moi, parce que nous allons être dépossédés de nos outils qui nous fait vivre et qui seront transférés à des personnels dédiés. Demain, il y aura des ingénieurs opérateurs qui seront formés sur des aires anatomiques données et qui travailleront sur des robots donnés. Et ils seront certifiés pour l'aire anatomique et pour le robot, comme les pilotes. Et après ça, on se passera des pilotes. Parce qu'on peut se passer d'un pilote d'avion. Vous savez que 75% des accidents d'aviation sont dus à des erreurs humaines, 5% à des erreurs matérielles. Ne nous trompons pas, la machine n'est pas celle qu'elle était du temps de Denis Papin. Elle est véritablement d'une performance inimaginable. 3/4 des accidents sont dus à des erreurs humaines. Pire, je suis au comité médical d'Air France. C'est 3 fois sur 4 quand le commandant de bord est aux manettes qu'il y a l'accident. Pourquoi? Parce que l'équipage n'ose rien lui dire. Je reviens au mandarina que tu décrivais. On se tait quand c'est le commandant, on n'ose pas lui dire « vous n'êtes pas vu là, il est à bord là ». Quand c'est le copilote, le commandant peut lui dire « écoute, non, je reprends les manettes ». Donc vous voyez comme quoi nous avons évolué. Nous allons être humbles face à ces technologies. Ne croyons pas que nous sommes des démiurges, nous sommes des êtres humbles, mais ce qui est notre force, ce qui fait notre force, et c'est le vrai message de la médecine que je voudrais passer, c'est la relation humaine, c'est la compassion, c'est la prise en compte du soin dans sa globalité, c'est l'accompagnement, c'est la mise en forme, c'est le bioconseiller, c'est ça notre rôle demain. Et c'est là où le généraliste, le médecin global, va prendre toute sa place, les spécialistes étant, eux, de moins en moins nombreux probablement. Et ce généraliste, lui-même, sera amené à faire de moins en moins d'actes techniques. Ça c'est effectivement de vacciner, tout ça c'est parce qu'on est dans des paiements à l'acte et on se bouffe entre infirmiers et médecins. Et du jour on a d'autres modes de financement partagés, les choses iront beaucoup plus simplement. Il n'est pas indispensable que le médecin fasse une vaccination, je suis désolé, on l'a fait soi-même à la limite. Donc vous voyez bien qu'on est dans un chamboulement majeur et que malheureusement il n'y a pas de grande vision en France. Les syndicats sont quand même très arc-boutés sur le passé, même si ce que j'appelle les hussards blancs de la République, qui étaient les médecins généralistes qui bossaient 70 heures par semaine, ont fait la France qui a permis, la France médicale que l'on connaît et qui nous a permis de vivre mieux et plus longtemps. Mais c'est fini, cette ère-là est finie, il va falloir travailler dans un monde partagé avec les autres corps de métier de plus en plus, dans des maisons de santé, ces maisons de santé pluriprofessionnelles, qui regroupent les professionnels. On va passer d'une médecine libérale de ville, qui est finie depuis que la Sécu paye. Nous ne sommes plus dans une médecine libérale, elle est subventionnée. Les vrais libéraux, c'est les architectes et certains avocats qui crèvent la faim. Nous sommes subventionnés. Nous allons passer d'une médecine libérale à une médecine entrepreneuriale. Il faut garder la liberté d'entreprendre, la liberté de se grouper, d'organiser son business. Ça oui, complètement. Et nous devons foncer dans cette voie-là. Et c'est pour cela qu'il faut que je milite fortement pour une régionalisation des enveloppes sanitaires dédiées, car c'est en région que l'on sait ce qui se passe. Sachez bien que d'un canton à l'autre, on n'a pas les mêmes maladies. Et un canton, c'est petit. Et vous regardez les cartes de France faites par l'IRDES, c'est impressionnant. Vous regardez le diabète dans l'Ardèche, par exemple, vous voyez des cantons où c'est tout blanc parce qu'il n'y a personne. Et le canton d'à côté, c'est tout noir parce qu'il y a une population. C'est tout à fait impressionnant. On ne sait pas pourquoi, mais on traite. Donc, il va falloir s'occuper entre le global du cloud planétaire et le local de ce que je fais tous les jours. Il n'y aura quasiment plus de place pour le national. Et qu'il va falloir régionaliser véritablement à fond le système. Et à partir des plateformes de santé qui vont se créer, il y en a 800 actuellement en France, les premiers recours avec les médecins, les infirmiers, les kinésiens, les pharmaciens, les podologues, les psychologues, l'assistante sociale, les associations de patients. Je travaille avec la Poste, en ce moment je leur ai dit arrêtez de vendre vos petites postes, on va les utiliser nous en plateforme dédiée, reportée dans les villages. On y enverra l'infirmière ou le médecin tel jour donné. On n'a pas besoin d'avoir un médecin permanent dans chaque village. Que je sache se nourrir est vital, et il n'y a pas un marché tous les jours à Cajar. Bon, voilà. Donc on aura, à partir des plateformes sanitaires, des pseudopodes dans les petits villages où les personnels de santé iront tel ou tel jour pour assurer le soin, la prévention. En deuxième niveau, les hôpitaux et les cliniques où seront regroupés plutôt les spécialistes. Et puis en troisième niveau, la recherche avec le CHU qui lui... en travaillant avec les industriels qu'il faut faire revenir dans le giron au lieu de les considérer comme des pestiférés. Il n'y a pas de médecine sans industrie, les progrès, je suis désolé. Quand on regarde si nous sommes mieux, c'est en partie, ça a été longtemps l'hygiène,
ça a été longtemps les conditions de vie. Aujourd'hui, ce sont quand même les thérapies qui sont en train de gagner. On n'est plus dans l'affaire de, oui, la médecine c'était 20%, le reste c'était l'hygiène et les conditions de vie. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. C'était vrai il y a 50 ans. Et donc, du CHU jusqu'à la maison de santé, il faut que les protocoles qui sont établis aillent très vite à la maison de santé, où les professionnels vont aller dans la vraie vie pour traiter les malades, avec un retour d'information par les ordinateurs en boucle vers le CHU qui va renvoyer à nouveau les améliorations. C'est un système vertueux, c'est un système simple que tout le monde comprend. Je n'arrive pas à admettre pourquoi on n'en parle pas et pourquoi ça a l'air si compliqué de faire des choses simples. Je vous en remercie.